Bien, alors avant toute chose, je tiens à remercier très chaleureusement à la fois Caroline Trotteau et Romain Ménini de leur invitation à participer à cette journée d'études, bien sûr, mais également de leur invitation comme professeur à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée pendant un mois. Alors, il va sans dire que c'est à la fois un plaisir et un honneur de prendre la parole dans cet établissement reconnu comme un haut lieu de la formation et de la recherche en médecine vétérinaire. Et à côté des deux grands savants, Jean Séhard qui m'a précédé et Roberto Pomma qui me suivra, ma contribution paraîtra forcément modeste. Et pour donner à tout le moins l'illusion d'être dans les mêmes ligues que mes distingués collègues, j'ai cru bon d'assaisonner mon titre d'une farcissure latine, Romain l'a cité à l'instant, Ingenium ad sanandum bestia, c'est-à-dire le génie dans l'art vétérinaire, un titre de gloire dérisoire attribué au médecin et écrivain François Rabelais, dans un dialogue facétieux publié en 1555 sous le titre de Silvius Ocreatus, c'est-à-dire Dubois botté, par un certain Ludovico Arrivabene. Or, cette prétendue compétence de Rabelais en médecine vétérinaire se veut évidemment un trait plaisant, dirigé contre le médecin humaniste, représenté comme meilleur à traiter le mulet ou la laie du roi de Pologne que les hommes. C'est donc l'insulte traditionnelle qui veut que le vétérinaire soit en réalité un mauvais médecin ou un médecin raté. Est-il besoin de dire dans cette auguste maison qu'il n'en est rien et que ce préjugé populaire est sans aucun fondement? Évidemment, il faut se garder de prendre au pied de la lettre ce talent de Rabelais pour l'art vétérinaire. Rien n'indique que l'écrivain ait jamais soigné d'animaux, même lorsqu'il était au service de grands personnages comme Guillaume du Bellay, seigneur de Langeais, ou au service de son frère Jean du Bellay, cardinal de Paris. Pour autant, il ne faudrait pas conclure trop rapidement que tous les traits prêtés à Rabelais dans ce dialogue facétieux sont purement imaginaires et sans fondement. En effet, bien des éléments mis en avant par Arrivabene témoignent d'une réelle connaissance, sinon de Rabelais l'homme, du moins de son érudition, des médecins de la Renaissance qu'il a fréquentés ou pratiqués, voire de son intérêt pour l'astrologie médicale. Par conséquent, il n'est pas absurde de concevoir que Rabelais, à défaut d'avoir lui-même pratiqué la médecine vétérinaire, ait eu un réel intérêt pour ce domaine du savoir, qui n'était pas alors sans présenter de grandes affinités avec la médecine humaine, à la fois dans la nomenclature des maladies et dans les thérapies préconisées. Lui qui s'intéressait à la botanique, à l'histoire naturelle, parmi tant d'autres domaines du savoir, pourquoi se serait-il détourné de l'art vétérinaire alors que les traités de l'Antiquité étaient redécouverts avec ferveur, traduits en latin, édités en grec, précisément dans la décennie 1530 où Rabelais fit paraître ses premières œuvres narratives? C'est la piste que je souhaiterais explorer avec vous aujourd'hui. Alors, disons un mot de ce dialogue intitulé Silvius Ocreatus, qui parut pour la première fois en 1555 à Paris chez l'imprimeur Mathieu David. L'œuvre est signée par Ludovico Arrivabene de Mantoue, né en 1530 et décédé en 1594. Ce dialogue est la première œuvre que l'auteur fit paraître lors de son séjour en France, tandis qu'il accompagnait son père, Leonardo, à la cour de France de 1549 à 1559. Le titre énigmatique vient de ce que le médecin français Jacques Dubois, mort la même année en 1555, serait décédé en ayant aux pieds les bottes qu'il tenait à chausser, alors même qu'à l'agonie, il était en train de perdre l'esprit. Arrivabene, dans sa postface, nous explique que le pauvre homme, Jacques Dubois, donc, peu avant sa mort, était retombé en enfance et qu'une de ses lubies, c'était de chausser constamment ces fameuses bottes. Et donc, il est tout naturel que Jacques Dubois, après sa mort, arrive aux enfers avec ces fameuses bottes qu'il avait donc aux pieds au moment de sa disparition. Alors, Dubois n'est toutefois pas le seul à apparaître dans cette œuvre de 1555. En réalité, il s'agit d'un dialogue des morts à la manière de Lucien de Samosate,
Dialogue qui met en scène 4 personnages aux enfers. À bord de la barque du nocher Caron, qui leur propose de faire traverser le Styx, on trouve 3 médecins récemment décédés. Jacques Dubois, on l'a dit, mort en janvier 1555. François Rabelais, décédé 2 ans auparavant en 1553. Et Battista da Monte, dit Montanus, disparu, lui, en 1551. Le dialogue qui s'engage entre les 4 personnages propose notamment une sorte d'inventaire des grands médecins de la Renaissance, allemands, français et italiens. Si Dubois et da Monte ont l'un pour l'autre le plus grand respect et même la plus grande admiration, tel n'est pas le cas pour Rabelais, qui est pris à partie par les 2 médecins. D'entrée de jeu, Rabelais est présenté comme un second Proté qui tient autant du renard que du loup. Dubois, qui le connaît bien, met en garde Montanus contre ce diable d'homme. Au fil de la conversation, de nombreux traits de la personnalité du médecin-écrivain apparaissent avec évidence, et j'en retiendrai uniquement 3 ici pour les besoins de mon exposé. D'abord, le médecin humaniste est présenté comme un adepte de l'astrologie médicale, au contraire de Dubois qui rejette cette pratique. Rabelais lui rétorque alors, et je citerai désormais la traduction du dialogue par Arthur Eulard dans son livre « Rabelais, ses voyages en Italie, son exil à Metz », publié en 1891. Vous avez donc un extrait à l'écran. « Permets-moi de te dire que si tu méprises ainsi l'astrologie, c'est que tu ne la connais pas. L'ignorant n'a pas de désir, c'est connu. Eh bien moi, j'estime qu'elle n'est pas moins essentielle aux médecins que les doigts et les ongles. » Dans la suite de la réplique, le personnage de Rabelais précise sa pensée en insistant sur l'importance cruciale de tenir compte des influences astrales dans la prescription de la médication. Il faut, dit-il, tenir compte en particulier des influences défavorables qui sont susceptibles d'annihiler l'effet thérapeutique de la médication. Et je cite à nouveau, « Vous autres, ignorants et qui pisez, contempteurs de l'astrologie, vous ordonnez le remède dans des moments où Jupiter détruit tout. » Arriva Bene fait donc de Rabelais un médecin attentif aux jours favorables et défavorables à la prise de médication en fonction des influences astrales et en particulier de Jupiter et Mars. Alors, bien que ce portrait de l'humaniste en médecin astrologue puisse nous faire rire aujourd'hui, il n'était pas ridicule en soi pour un lecteur de la Renaissance, dans la mesure où il s'agissait d'une pratique bien établie sur laquelle nous reviendrons. D'autres éléments servent cependant à alimenter la verve satirique de l'œuvre, et notamment le fait que Rabelais soit tour à tour qualifié d'impostor, c'est-à-dire imposteur, par Dubois, et de circulator, c'est-à-dire de charlatan, par Caron. Certains détails hauts en couleur viennent compléter ce portrait à charge. Dès son entrée en scène, c'est le personnage de Rabelais lui-même qui s'attire le ridicule en fanfaronnant sur ses prétendues spécialités, la gale, les pustules et les hémorroïdes. C'est surtout dans le traitement des hémorroïdes que ce dernier semble exceller, puisque, faute d'argent, le médecin est incapable de payer son obole à Caron, et pour le dédommager, il lui propose de le guérir de ce mal en lui rédigeant une ordonnance de la plus grande fantaisie, dans la composition de laquelle entrent notamment des racines d'avarice et de morosité, 2 livres de chaque, des fleurs d'orgueil, de fatuité et de saleté des collèges de Paris, 4 poignées de chaque, d'une des bottes de Dubois, quod sufficiet, ce qu'il faut. Alors, le caractère improbable d'une telle ordonnance montre suffisamment que ce trait prêté au médecin humaniste vise d'abord à entretenir le comique du passage et à alimenter la visée satirique du texte dont Rabelais est l'unique victime. Autre élément intéressant, tout particulièrement pour notre propos, qui vise à cerner donc les points de convergence entre médecine vétérinaire et médecine humaine, c'est le fait que Rabelais, dans le dialogue d'Arriva Bene, est présenté certes comme un spécialiste de la gale, des pustules et des hémorroïdes, mais surtout un spécialiste de l'art de guérir les bêtes et les animaux. Comme je le disais en introduction, c'est le roi de Pologne en personne qui félicite Rabelais de son génie dans l'art vétérinaire, qui est, à son sens, un véritable don.
Comme l'a bien montré Valérie Giton-Ripoll, le latin dispose de deux mots pour désigner les médecins des animaux, mulo medicus d'une part et veterinarius d'autre part. Or, très clairement, bien que le terme ne soit pas employé explicitement, Arrivabene s'attache à représenter Rabelais en mulo medicus, c'est-à-dire littéralement en médecin des mules, c'est-à-dire non seulement en sous-médecin, mais même en sous-vétérinaire, puisque l'art vétérinaire des anciens s'attachait d'abord et avant tout à soigner les chevaux. Dans le dialogue des morts, le personnage de Rabelais soigne un mulet et une laie, ce qui revient donc à insister sur le caractère ridicule et fort limité de sa compétence, le médecin étant tout juste bon à s'occuper des animaux de second ordre. En relatant ses exploits, le personnage de Rabelais met d'abord en évidence son intervention auprès du mulet du roi de Pologne, plus aimé que les fils même du roi, et affligé d'une inflammation inguinale que personne n'avait pu traiter. Or, Rabelais, lui, y parvient, et même en un temps record. Eh bien, je l'ai guéri en 3 heures avec une eau de ma façon, et il est devenu plus ardent et plus robuste qu'auparavant. Alors, l'imprécision et le caractère allusif du passage empêchent d'en mesurer la vraisemblance, en cherchant par exemple à voir si un tel traitement était bel et bien préconisé dans les traités de médecine vétérinaire à la portée du Rabelais historique. Le second cas de traitement se rapporte à une laie enceinte d'un grand nombre de marcassins dont le poids excessif fait s'effondrer les cloisons de la matrice, si bien que le roi est obligé de convoquer les meilleurs médecins pour sauver la progéniture de la laie menacée de suffocation. Là encore, la thérapeutique rabelaisienne dans la fiction fait merveille, même si l'absence de détails empêche de juger de la crédibilité du traitement administré. Alors, je cite à nouveau, « Ami pour abréger, en moins d'1 jour, la laie fut rendue à la vie aux acclamations de la tant illustre compagnie qui me donnait tour à tour le nom d'Esculape et d'Apollon. » En somme, le Silvius hoc creatus représente Rabelais en médecin acquis à l'astrologie, en spécialiste de la gale, des pustules et des hémorroïdes, et en thérapeute miraculeux du mulet et de la laie du roi de Pologne. Alors je passe maintenant à une seconde partie où je vais m'intéresser donc à l'idée qu'il s'agit peut-être, malgré le caractère comique, satirique du dialogue, il s'agit peut-être quand même néanmoins d'un portrait peint d'après nature, au moins en partie, du véritable Rabelais historique. Alors évidemment, on pourrait penser qu'une telle représentation posthume de Rabelais est marquée au coin de la fantaisie et qu'il serait vain d'y rechercher un quelconque rapport, même fort diffracté, avec la connaissance effective qu'Arrivabene pouvait avoir de l'homme ou de son œuvre comme médecin. Pourtant, une fois la part faite de la tradition lucianesque et de l'évidente caricature, de nombreux indices nous mettent sur une telle voie. Il faut d'abord évoquer les médecins contemporains que la fiction d'Arrivabene présente comme ayant été personnellement connus par Rabelais lui-même. 2 d'entre eux sont présents dans la scène imaginaire du traitement de la laie du roi de Pologne, à savoir le médecin allemand Leonhard Fuchs et le médecin italien Antonio Musa Brazzavola. Évidemment, cette scène est purement imaginaire et comique. En revanche, on peut s'interroger sur ce que la fiction insiste sur le fait que le personnage de Rabelais a bien connu ces médecins. Ainsi, Dubois dit « Ta conversation suffit à m'apprendre que tu as connu Fuchsius ». Or, bien que l'on ignore si de fait Rabelais a connu personnellement Fuchs, il ne fait aucun doute cependant qu'il connaissait son œuvre de philologue médical. En effet, la bibliothèque Mazarine conserve un recueil factice de 2 traités de Fuchs reliés au XVIe siècle, dont le premier porte l'ex-libris du médecin humaniste, donc, comme vous le voyez tout en bas, Francisci Rabelesi Medici. Alors, il y a aussi évidemment une autre marque de possession d'un possesseur ultérieur qui se trouve en dessous. Alors, il s'agit des errata medicorum recentiorum, les erreurs des médecins modernes, publiées en 1530, et la traduction commentée d'Épidémie 6 d'Hippocrate, publiée en 1532. Par ailleurs, Dubois insiste sur un autre médecin connu de Rabelais,
Il s'agit donc de Brassavola et Dubois précise qu'il s'agirait d'un médecin que Rabelais aurait connu de son vivant. Or, Richard Cooper a supposé avec raison que Rabelais avait dû rencontrer effectivement le médecin italien Ferrare en 1535. Quoi qu'il en soit, il est certain que Rabelais connaissait fort bien, sinon l'homme, du moins l'œuvre philologique de ce Brassavola, en particulier son commentaire aux aphorismes, dont il s'inspira pour revoir en profondeur son édition d'Hippocrate et Galien, qu'il republia en 1543 et en 1545, en tenant compte précisément donc des avancées philologiques proposées par le commentaire de Brassavola et en élaguant bon nombre de manchettes qui étaient donc propres à Rabelais, originales de Rabelais. Rabelais, qui n'est généralement pas d'une très grande modestie, avait donc dû reconnaître la supériorité des travaux de Brassavola. Il n'y avait que Rabelais pour, en quelque sorte, faire ce travail de révision de sa propre édition d'Hippocrate et Galien. Alors, la fiction d'Arrivabene présente aussi Giovanni Manardo comme l'un des médecins au chevet de la laie du roi de Pologne. Comme on le sait, Rabelais publia en 1532 le tome 2 des lettres médicales de cet humaniste de Ferrare. Enfin, le médecin français Jean Ruel est également présenté comme l'un des médecins appelés au secours de la laie. Le détail n'est pas insignifiant, puisque, comme nous le verrons dans un instant, il joua un rôle important dans la transmission du corpus vétérinaire des anciens. Par ailleurs, la représentation de Rabelais en adepte de la médecine astrologique semble, une fois de plus, reposer sur une connaissance, sinon de l'homme, du moins de l'œuvre du médecin humaniste. Si Rabelais fait une critique sans ménagement de l'astrologie divinatrice et judiciaire fondée sur la théorie des grandes conjonctions dans la Pantagruéline pronostication, en revanche, il a de fait publié de nombreux almanachs météorologico-médicaux dans lesquels, comme dans le dialogue d'Arrivabene, il identifie les jours favorables et défavorables à la prise de médication, où les influences néfastes ou favorables de Mars et de Jupiter jouent un rôle central. De cette abondante production d'almanachs, seul l'almanach de 1535, récemment retrouvé par Alessandro Vitale Brovarone, nous est conservé en totalité. On dispose par ailleurs d'une partie de l'almanach de 1533, de 1536 et de 1541. Alors, pour 1533 et 1536, il s'agit essentiellement du prologue, de la préface, tandis que pour l'almanach de 1541, on dispose d'un certain nombre de pages, donc avec un certain nombre de semaines sur l'ensemble de l'année. Il semble bien cependant que Rabelais ait publié chaque année de tels almanachs, et le temps manque pour entrer dans le détail du système rabelaisien au fondement de la rédaction de ces almanachs, mais rien a priori dans le dialogue des morts de l'auteur italien n'entre en contradiction avec cette méthode de prédiction des jours propices ou défavorables à la thérapeutique médicale, qu'il s'agisse de la prise de médication, de la pratique de la saignée ou de l'application de ventouses. Alors, même la prétendue spécialité du personnage de Rabelais dans le traitement des hémorroïdes n'est pas aussi incongrue que l'on pourrait le penser dans un premier temps. Certes, la thérapeutique concrète de Rabelais comme clinicien nous est inconnue et nous échappera sans doute à jamais, faute de sources. On peut néanmoins relever que l'œuvre vernaculaire et philologique du médecin humaniste témoigne d'un intérêt marqué pour cette pathologie. Ainsi, dans son édition des Hippocratis ac Galeni Libri Aliquod de 1532, Rabelais restitue la fin du régime dans les maladies aiguës d'Hippocrate, où l'on trouve notamment une méthode de traitement des hémorroïdes fondée sur le recours à une ligature faite au moyen d'un fil de laine et d'une aiguille. Il faut noter du reste l'intérêt marqué du médecin humaniste pour la désignation des hémorroïdes dans les différentes langues. Si dans l'édition savante de 1532, il relève le mot en latin mariscae et en grec ahémorrhoides, le quart-livre, donc le dernier roman publié par Rabelais de son vivant, joue quant à lui sur l'appellation française de Ciron, avec le personnage de Scuron au chapitre 43, sur le terme équivalent en hébreu, Takor, chapitre 45, et sur un calque français du terme grec hémorrhute au chapitre 52. Donc, sans être un spécialiste nécessairement du traitement des hémorroïdes,
on peut certainement dire que Rabelais prenait un grand plaisir à nommer cette pathologie dans le plus grand nombre de langues possibles. Quant à la représentation de Rabelais en mulo medicus, médecin des mules, elle est certes farcesque et lucianesque, et on peut légitimement penser qu'en bon docteur en médecine, Rabelais ne se serait jamais compromis à pratiquer cet art en dessous de sa dignité de diplômé de l'université. Néanmoins, comme nous l'avons vu en introduction, il est certain que le médecin humaniste avait un intérêt pour cette branche du savoir médical. La meilleure preuve en est donnée par le fait que, comme l'a relevé Lazare Sénéan, l'œuvre de Rabelais donne la première attestation en français du mot hippiatrie au chapitre 36 de Gargantua. Or, chez les anciens, la médecine des animaux est d'abord et avant tout une hippiatrie, c'est-à-dire un domaine voué au traitement des équidés en général et des chevaux en particulier. Il n'est pas si aberrant que Rabelais ait pu donc s'intéresser à la médecine des animaux, même si la thérapeutique concrète devait certainement lui échapper, comme du reste la thérapeutique des hommes. Jean Séhard le rappelait dans sa conférence juste avant. En médecin diplômé de l'université, Rabelais était d'abord et avant tout un spécialiste des textes, un philologue capable de lire le corpus médical grec dans la langue originale, de le retraduire en latin, de le commenter, et cela afin de recommander un traitement qu'il devait certainement ensuite confier à un chirurgien, seul capable et autorisé à pratiquer une saignée, une purgation, selon un ordre très hiérarchisé propre à la médecine de la Renaissance. En fait, le médecin du XVIe siècle était d'abord un théoricien capable de raisonner sur des questions de philosophie naturelle qui pouvaient inclure la manière de conserver ou de rétablir la santé des animaux, en particulier des chevaux, si indispensables à la vie quotidienne et pratique, que ce soit pour la locomotion ou pour faire la guerre. Là où le dialogue d'Arrivabene tombe certainement dans la caricature et la satire, c'est lorsqu'il envisage que Rabelais se soit lui-même occupé de prodiguer des soins aux animaux, à plus forte raison à un mulet et à une laie, fût-il la propriété du roi de Pologne. Peut-être le seul animal dont Rabelais a pu soigner lui-même, c'est son pourceau volant, tout droit sorti de son imagination, que l'on trouve dans le quart-livre. C'est donc dire que Rabelais pouvait et devait certainement s'intéresser à la médecine vétérinaire, à tout le moins d'un point de vue théorique et livresque, lui qui était à l'affût des nouveautés éditoriales émanant des officines parisiennes et bâloises en particulier, surtout lorsqu'il s'agissait du corpus retrouvé de l'Antiquité gréco-latine, que ce soit en traduction latine ou dans le texte original grec. Or, la décennie 1530 est particulièrement faste pour ce qui est de la redécouverte des traités de médecine vétérinaire des anciens. En l'absence de preuves textuelles probantes, il est impossible de savoir si Rabelais a consulté l'ensemble de ces nouveautés éditoriales. Mais je ne résiste pas au plaisir de passer en revue certaines de ces éditions, d'autant que la belle collection de l'ENVA conserve presque toutes ses premières éditions. On me pardonnera donc de spéculer, en supposant que Rabelais ait pu les avoir en main. D'une part, le principe de plaisir justifie largement une telle démarche, d'autant que le plaisir est la principale motivation de nos études littéraires. D'autre part, connaissant un peu les pratiques de lecture de Rabelais, il n'est pas du tout incongru qu'il ait éprouvé la curiosité de consulter ces éditions, compte tenu de sa curiosité polymorphe et inextinguible. Alors si, dès 1528, alors je suis désolé, les reproductions que vous verrez projetées à l'écran ne correspondent malheureusement pas aux exemplaires de l'ENVA que je n'ai pas pu consulter au préalable, mais il y a ici sur la table un certain nombre de ces éditions-là qui ont été sorties. Alors si dès 1528, l'atelier de Froben publie le traité latin de Végès, les Artis Veterinariae Sive Mulo Medicinae Libri Quatuor, les 4 livres de médecine vétérinaire, dont la collection d'Enva conserve un exemplaire, il est difficile de savoir si Rabelais a pu s'intéresser si tôt à de telles questions. En revanche, il apparaît très probable qu'il se soit penché sur les Veterinariae Medicinae Libri Duo, donc les 2 livres de médecine vétérinaire publiés en 1530 chez l'imprimeur parisien Simon de Colline, dans la traduction de Jean Ruel de Soissons. Jean Ruel, je le rappelle, est appelé donc au chevet de la laie du roi de Pologne dans le dialogue facétieux d'Arrivabene.
Alors, ce Jean Ruel jouissait d'un grand prestige en tant que traducteur du traité botanique de Dioscoride en 1516. D'autre part, comme je l'ai dit, Jean Ruel fait partie d'un dialogue d'Arriva Bene des médecins convoqués au chevet de la laie du roi de Pologne. Or, cet humaniste publia la première traduction latine des traités vétérinaires de l'Antiquité grecque, organisée en 2 livres selon des rubriques destinées à en faciliter la consultation. Rabelais connaissait bien les nouveautés de l'officine parisienne de Simon de Colline, qui avait publié, entre autres, en 1524, l'édition des traités d'Hippocrate et de Galien, qui servit de texte de base à l'édition par Rabelais des mêmes traités chez Griffe en 1532, même traité au même format et présenté dans le même ordre. Or, en consultant une telle édition, Rabelais aurait pu s'initier à ce que la tradition grecque avait produit de plus intéressant et de plus complet en matière de médecine vétérinaire, centré une fois de plus sur le cheval, comme le prouve donc la gravure en page de titre, bien qu'il s'agisse de traités de l'Antiquité tardive. Parmi les auteurs traduits pour la première fois en latin par Jean Ruel, on compte notamment Eumélos du IIIe siècle après Jésus-Christ, Absurtos du IIIe siècle ou IVe siècle après Jésus-Christ, Théoménestos du IVe siècle après Jésus-Christ, vous voyez que ce ne sont pas des auteurs très très connus, Hieroclès du IVe ou Ve siècle après Jésus-Christ, Pélagonios du IVe ou Ve siècle après Jésus-Christ, la compilation d'Anatolios du IVe siècle après Jésus-Christ, et même un traité pseudo-hippocratique particulièrement intéressant par l'analogie qu'il propose entre médecine humaine et médecine vétérinaire. Rabelais aurait également pu s'intéresser au même recueil de traités, publié cette fois en langue originale grecque par l'humaniste Simon Grineus en 1537 chez l'imprimeur bâlois Johannes Valderus, dont l'ENVA conserve aussi un exemplaire. Alors, en tant qu'helléniste, Rabelais était particulièrement à l'affût de ces nouveautés bâloises, lui qui considérait, à l'instar de Gargantua dans la lettre à son fils de Pantagruel, que le grec était une langue sans laquelle c'était honte qu'on se dise savant. L'édition du pronostic d'Hippocrate, publiée par Rabelais en 1537, reprenait d'ailleurs comme texte de base l'édition qu'Alban Thoraire avait publiée l'année auparavant, en 1536, chez Henricus Petri, à Bâle, donc, et on voit à quel point Rabelais est à l'affût de ces nouveautés éditoriales qui émanent de Bâle, et donc on peut très bien imaginer qu'en 1537, il ait consulté donc, le texte original grec de tous ces traités de médecine vétérinaire, d'abord traduit en latin par Jean Ruel. Un autre traité que Rabelais a connu, et cette fois d'une manière plus certaine, est l'Hippiatria sive Marescalia, donc hippiatrie ou maréchalerie, de Laurentius Rusius, publié en 1531 chez Chrétien Véchel, le même imprimeur qui fit paraître le tiers livre de Rabelais en 1546. À nouveau, le fonds ancien de l'ENVA conserve un exemplaire de cette édition princeps. À la différence toutefois des exemples précédents, il ne s'agit pas d'un texte de l'Antiquité, mais bien d'un traité rédigé par un moine franciscain italien appelé Lorenzo Rusio, qui vécut de 1288 à 1347. Dédié au cardinal Napoleone Orsini, au service duquel il travailla en Avignon, l'auteur composa donc le texte à Rome, et ce traité est aussi connu sous le titre de Liber Marescaliae Equorum, livre de maréchalerie des chevaux. Le titre alternatif d'Hippiatria, emprunté au grec ancien, est en réalité étranger à l'auteur et a été imposé par l'atelier d'imprimerie parisien en 1531. Il semble bien que Rabelais ait été frappé par ce néologisme qu'il importa ensuite en français dans Gargantua, comme nous l'avons déjà vu. Bien que ce traité ne soit pas de l'Antiquité, il pouvait néanmoins intéresser un lectorat humaniste dans la mesure où Rusius semble avoir une connaissance générale des auteurs grecs en matière de médecine vétérinaire. Et loin d'être une simple compilation, l'œuvre présente de nombreux ajouts et des passages originaux que l'on ne trouve pas dans la tradition d'Antiquité, du moins parmi les textes qui nous ont été conservés. La dernière édition que je souhaite évoquée n'a évidemment pas pu être connue de Rabelais, ne serait-ce que parce qu'elle a été publiée 10 ans après sa mort. Il s'agit de l'art vétérinaire ou grande maréchalerie, en laquelle est amplement traité de la nourriture, maladies et remèdes des bêtes chevalines. Publié à Paris donc, en 1563 chez Charles Perrier, il s'agit à nouveau d'une édition qui fait partie des collections de l'ENVA.
Il s'agit en fait d'une sorte de compilation en langue vernaculaire de l'ensemble de la réflexion sur la médecine vétérinaire connue à la Renaissance. Le traducteur Jean Massé, médecin champenois, n'est pas connu autrement que par cette publication. L'intérêt de cette compilation tient à ce qu'elle donne à lire aussi bien le traité traduit par Jean Ruel des 2 livres de l'art vétérinaire que l'œuvre de Lorenzo Rusio, revue et corrigée à la lumière des leçons de l'Antiquité. Le titre français est littéralement traduit de l'édition parisienne de 1531, Hippiatria sive Marescalia. L'avis au lecteur explicite le recours à ce binôme synonymique. Et par ainsi pourra beaucoup profiter cet art vétérinaire ou hippiatrie selon les Grecs et à nos Français maréchalerie qui ont emprunté ce mot de la langue germanique car les Allemands appelaient par le passé mara ou marca ce que nous disons cheval ou jument. Alors cette traduction française tardive éclaire rétrospectivement le néologisme de Rabelais dans Gargantua, à savoir le mot hippiatrie que comme on l'a vu, il introduit dans notre langue en 1534 ou début 1535, selon la date que l'on retiendra pour la publication du second opus du médecin humaniste. Alors, après cet inventaire à la Prévert des premières éditions de médecine vétérinaire conservées à l'ENVA, qui correspondent du reste au premier jalon de la publication des traités de l'Antiquité dans l'Europe du XVIe siècle, il nous faut maintenant revenir au chapitre 36 de Gargantua, que nous avons évoqué en passant, sans en approfondir le sens. Rappelons d'abord qu'il intervient dans l'épisode de la guerre picocoline lors du franchissement du gué de Vède par les troupes de Gargantua. Or, Eudémon reste pris parce que son cheval s'est enfoncé la patte dans le ventre d'un ennemi. Alors, lisons d'abord l'extrait. Les 3 autres, à savoir Gargantua, Ponocrate et Gymnas, le suivirent sans faillir, excepté Eudémon, duquel le cheval enfonça le pied droit jusqu'au genou dedans la panse d'un gros et gras vilain qui était là noyé à l'envers, et ne le pouvait tirer hors. Ainsi demeurerait empêtré jusqu'à ce que Gargantua, du bout de son bâton, enfondra le reste des tripes du vilain en l'eau, cependant que le cheval levait le pied. Et c'est alors que l'on trouve le passage qui nous intéresse, dans lequel on a la première attestation d'hippiatrie en français, et je cite à nouveau la conclusion du passage, « Et, qui est chose merveilleuse en hippiatrie, fut le dit cheval guéri d'un sureau qu'il avait en celui-pied par l'attouchement des boyaux de ses gros maroufles. » Alors le terme à relever ici est sureau, écrit avec un T, qu'il ne faut pas confondre avec l'arbre appelé sureau, EAU. Comme souvent chez Rabelais, il s'agit d'un terme savant dérivé à la fois du latin et du grec. Du latin, puisqu'il s'agit de la transposition en français de super ossa, littéralement suros, et du grec enfin parce que le T de la graphie renvoie à ostéon, qui signifie os dans la langue d'Hippocrate. Or, le passage témoigne de la lecture attentive par Rabelais du traité Hippiatria sive Marescalia de Lorenzo Rusio, publié en 1531 chez Chrétien-Véchel à Paris. D'une part, le terme d'hippiatrie est un emprunt direct au titre de ce traité, publié pour la première fois sous ce titre hellénisant. D'autre part, le sens de la guérison miraculeuse du cheval de démon ne peut se comprendre qu'à la lumière du chapitre 108 du traité de Rusius, De super ossibus equi, des sureaux du cheval. Jean Massé, en 1563, donne une traduction assez fidèle du passage en français au chapitre 14 du livre 3 intitulé du Suros. Alors, j'en cite un long extrait, mais je crois que c'est indispensable à l'interprétation de la conclusion du chapitre 36 de Gargantua. Le suros est une excroissance et amas qui se congrège en la jambe du cheval et autres parties sèches, comme aux mâchoires, et ceux où il n'y a guère de chair. Ce mal vient de diverses causes, ou qu'une fois d'un coup, d'une chute sur lieu dur, d'humeur visqueux et gluant qui tombe par manière de rhume, ou quelquefois par froidure. Les jeunes poulains sont plus sujets à cette maladie que le bestial jas âgé. La cure est particulière selon les causes, toutefois, parce que Jas en a été touché amplement, il suffira d'en déclarer quelque chose en général. S'il est récent et en lieu malaisé à ôter avec le cautère, rase le poil et loin de sein de porc et applique un oignon cuit entre 2 cendres dessus tout chaud et le lit avec une bande et le réitère par 5 ou 6 fois si besoin est. Bon, alors, le passage est encore beaucoup plus long, le chapitre continue sur 2 autres pages et il existe bien d'autres variantes du même traitement qui ont toutes cependant comme dénominateur commun le sein
de porc. Visiblement, c'est le détail qu'a retenu Rabelais dans sa lecture de l'Epiatria Sive Mariscalia de l'édition parisienne de 1531. Le suros ne se guérit qu'à condition d'être traité par du gras de porc. Or, quel meilleur traitement que le contact avec la panse d'un gros et gras vilain qui vaut bien tous les seins de porc du monde. On le voit donc, Rabelais n'a pas été le mullo medicus que rêvait Arrivabene dans son dialogue des morts de 1555, ni même un quelconque veterinarius, c'est-à-dire, selon l'étymologie latine, un médecin d'animaux vieillissants. Il n'en demeure pas moins qu'il apportait un véritable intérêt, livresque et théorique, au traité de médecine vétérinaire redécouvert par l'Antiquité ou à l'Epiatria Sive Mariscalia de Lorenzo Rusio, auquel l'imprimerie du XVIe siècle donna une seconde naissance. C'est dire si, sans jamais avoir été un vétérinaire au sens strict et noble du terme, Rabelais n'en hante pas moins cette auguste maison comme un lecteur passionné et attentif des premiers traités de médecine vétérinaire conservés dans la collection de l'ENVA. Au reste, Rabelais, sans le savoir et sans le vouloir, en rapprochant le sein du porc de la panse d'un gros et gras vilain, anticipait sur les recherches actuelles qui ont montré à quel point le porc et l'humain ont un patrimoine génétique commun, beaucoup plus proche qu'on ne l'aurait cru. En somme, Rabelais pourrait faire figure emblématique par son humour du projet Animal-Humanité de l'équipe Littérature, Savoir et Art de l'UPM. Et je vous remercie.